Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue en Bourgeois Vert, le podcast où on charle de tout puis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Marie-Ève Rousseau, présidente de la Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick, et Mathieu Perron, vice-président exécutif de la Fédération étudiante du campus universitaire de Moncton. Ils nous parlent de leur expérience dans l'équipe Acadie, de la réceptivité de nos élus et de l'importance du lobbying. Marie-Ève Rousseau, Mathieu Perron, bienvenue en Bourgeois Vert. Allô, Gabriel. Merci beaucoup. Ça va bien, Gabriel? Oui, merci, ça va. Écoute, je suis content de vous avoir aujourd'hui. On fait un peu nos podcasts sur les élections. Il n'y a pas de meilleur moment, selon moi, pour parler de l'équipe Acadie, qui fait un travail depuis quelques années assez important que les gens, je pense, ne sont pas assez conscients. Donc, si on peut mettre de la lumière un peu là-dessus, on va en profiter. Mais avant qu'on parle de qu'est-ce que l'équipe Acadie, si vous ne dérangerez pas de faire une petite présentation de qui vous êtes depuis votre parcours, comment vous vous êtes rendu ici. Après ça, on pourra parler du sujet. Donc, je ne sais pas, Mathieu, si tu veux commencer. Oui, c'est ça. Moi, mon nom, c'est Mathieu Perron. Je suis responsable des dossiers externes et membre du conseil d'administration de la FECUM, la Fédération des étudiants, Fédération étudiante du campus de l'Université de Moncton. Moi, c'était ma deuxième participation à l'équipe Acadie, là, que j'étais content justement de pouvoir collaborer notamment avec Marie-Ève durant ces deux jours-là, ce blitz de rencontres qu'on a eu, on va parler davantage. Bonsoir, moi c'est Marie Rousseau. Je dans les conseils d'éducation depuis 6 ans déjà. Siégeais avant sur les CPAE depuis l'entrée à l'école de mes enfants. Donc, très heureuse d'avoir participé à l'équipe Acadie, passionnée de francophonie et de l'Acadie, bien sûr. Donc, me voilà avec vous ce soir. Parfait. Écoutez, merci encore d'être là. Donc, l'équipe Acadie, c'est quoi? Donc, pour faire ma recherche, si on veut, en tant que bon podcast host, j'ai fait comme tout le monde. J'ai été sur Google, j'ai dit qu'est-ce que l'équipe Acadie. Heureusement, ça m'a emmené sur le site de la SANB. Donc, un peu de contexte pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'équipe Acadie. Donc, c'est une initiative qui a été mise en place en 2022 par la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, donc la SANB. Puis, c'est ça, c'est une équipe qui regroupe plein d'organisations acadiennes qui font des démarches politiques sur des thèmes spécifiques, si on veut. Donc, des thèmes qui touchent l'intérêt de la communauté acadienne et francophone au Nouveau-Brunswick. Normalement, c'est un thème par année. Donc, le premier thème en 2022, c'était sur la loi des langues officielles du Nouveau-Brunswick. Celui en 2023 était l'accessibilité aux soins pour les aînés. Et celui de cette année, en 2024, le continuum en éducation, qui est le sujet dont on va discuter aujourd'hui. Donc, si vous voulez, pour vendre ça peut-être à nos auditeurs, qu'est-ce qu'est l'équipe Acadie? Marie-Ève, si on commence avec toi, je ne sais pas si tu aimerais mentionner pourquoi tu t'es impliqué d'ailleurs dans l'équipe Acadie. Et qu'est-ce que tu penses qui est l'importance d'avoir une organisation ou une initiative comme celle-là? Dans notre francophonie acadienne, on a bien sûr besoin régulièrement de faire du démarchage politique pour justement sensibiliser la majorité aux causes de la minorité linguistique. Donc, l'idée de se rassembler ensemble, tous les organismes communautaires pour défendre une cause qui est d'importance pour les organismes, justement, comme l'éducation cette année, le Continuum. C'est une démarche extraordinaire de sensibilisation. Moi, j'ai adoré mon expérience. C'était la première fois pour moi cette année. La voix collective, ça parle fort. Exactement. Puis, Mathieu, si tu veux donner ta touche personnelle là-dessus. Oui, justement, c'est pour faire suite un peu à ce que Marie me disait. Elle dit justement le côté collectif là, qui fait la chose. Puis c'est vraiment ça où moi, je voyais la pertinence que la FECUM participe à l'équipe Acadie. On était là justement
à la première édition avec la loi sur les langues officielles. Puis, il y a quand même eu des changements depuis, une certaine évolution, là. Mais on voit que depuis ce temps-là, on a vu une cohésion davantage entre les organismes acadiens et francophones sur le message qu'on veut lancer devant l'équipe Acadie. Donc, de ce côté-là, d'avoir un message clair à partager puis d'avoir tout le monde se rassembler derrière, on voit vraiment la pertinence de ça pour atteindre les objectifs. Parce qu'habituellement, chaque organisme, là, on fonctionne un peu chacun de notre côté. Mais là, puis on avance chacun nos éléments. Mais là, avoir quelque chose de rassembleur pour tout le monde, c'était certainement avantageux. Puis c'est de là la pertinence pour, je dirais, tous les organismes acadiens de prendre part à cet événement-là. C'est intéressant parce que justement, notre slogan en Acadie, c'est justement l'union fait la force. On entend souvent dans les communautés ou dans la population en général, quand il arrive quelque chose, une décision du gouvernement ou peu importe, le monde se dit tout le temps, on devrait se regrouper, on devrait se mettre ensemble, se lever debout, collectivement, si on se met ensemble, ils n'auront pas le choix de nous écouter, mais c'est pas, on ne voit pas souvent ce genre d'initiative-là, ou souvent on le voit dans une situation réactive plutôt que proactive. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé, il y a un événement qui est arrivé, un désastre, puis là, les gens se lèvent debout, puis se mettent ensemble. Puis l'équipe Acadie, c'est un peu tourner ça de bord pour se dire, écoute, on sait qu'on a des enjeux, travaillons ensemble du début, avant qu'il soit trop tard peut-être, ou avant que ça rempire. Le fond d'une manière que on pense souvent que c'est comme les grosses compagnies qui vont faire. On dit tout le temps Irving est comme le classique personne là, que les gens vont nommer. Le Irving et le gouvernement va payer telle personne ou blablabla. Mais ce genre de lobbying-là, c'est pas unique justement à ces grosses compagnies-là. Tout le monde, si on veut, ou presque, a l'opportunité de le faire. Puis avoir justement une équipe Acadie qui va se mettre là pour nous représenter dans des enjeux comme ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mathieu, tu as mentionné un peu l'évolution, si on veut, de l'équipe Acadie. Je ne sais pas si tu aimerais parler de vraiment comme qu'est-ce qui était la différence, si on veut, l'année dernière comparée à cette année. Oui. Ben, moi, je n'ai pas pris part à celle-là de l'année dernière qui était vraiment sur le côté des aînés puis tout ça. Mais on avait pris part à celui-là sur les langues officielles. Puis la première équipe Acadie, c'est certain que là, c'est la première fois de tout. Puis c'était vraiment en train de rallier le monde derrière le message parce que les organismes ont quand même de la difficulté parce qu'on se voit cette opportunité-là de faire du lobbying ensemble, mais on amène toujours, on voulait toujours amener notre partie de message et tout ça. Donc, c'est certain que là, on a vu une évolution. Par exemple, cette année, avant d'avoir l'équipe Acadie à Fredericton, on s'était tous rencontrés pour vraiment déterminer un message qu'on allait présenter. Donc, il y avait eu un travail qui a été fait en amont qui était, par exemple, plus grand que ce qui avait été fait dans les années passées. Puis ça a apparu dans le message qu'on a démontré parce que tout le monde était pas mal sur la même longueur d'onde sur le message à faire passer. J'aime beaucoup, Gabriel, le fait que tu utilises le terme proactif. C'est une attitude que j'ai toujours aimé prôner au sein des conseils d'éducation puis que j'ai apporté avec moi à Équipe Acadie. C'est faux de penser que nos décideurs, nos élus savent tout ce qu'on a de besoin dans nos organisations respectives. Donc, c'est à nous d'arriver avec les idées, les solutions, les changements législatifs qu'on a de besoin. C'est vraiment nous qui sommes au cœur de ces dossiers-là. Donc, qui mieux que nous pour aller leur présenter ça? Donc, proactif, c'est vraiment le terme que j'aime associer à Équipe Acadie. Ben justement, donc, parlons-en un peu. On l'a mentionné déjà plusieurs fois, cette édition en 2024, le continuum en éducation. Peut-être pour ceux qui n'ont pas vu, parce qu'on a mentionné que c'était sur 2 jours, donc je ne sais pas si un de vous deux aimerait mentionner peut-être justement comment le déroulement rapidement. Et puis, on pourra peut-être se diviser chaque journée. Oui, c'est certain que la première journée, là, je prends le devant, là, Marie-Ève, là, mais la première journée, c'est certain qu'on est arrivé à Fredericton. On a eu justement une formation, en fait, un peu sur les manières, les messages à communiquer, comment aborder, qui parle, qui devait parler. On s'est réunis par la suite en équipe parce qu'on était divisés en équipe pour faire du lobbying auprès de différentes personnes.
Donc, on était les différents organismes ensemble. C'était pas vraiment des organismes nécessairement qui avaient tant des liens, autres que le fait qu'on est là pour l'équipe Acadie puis tout ça, mais à la base, on est des organismes qui militent pour différentes choses, mais on a eu cette formation-là, on a appris à travailler en équipe. Puis là, par la suite, on avait aussi un 5 à 7 ce soir-là, où il y a plusieurs là, députés et ministres qui sont venus, puis on a eu la chance justement de déjà commencer à avoir une approche parce que plusieurs de ces gens-là, on allait les rencontrer le lendemain. Donc, juste savoir, OK, déjà, on peut faire passer un petit message, hey, on vous rencontre demain, des petits messages comme ça, puis justement, déjà commencer à pousser ce qu'on allait présenter le lendemain. Puis là, justement, là, la grosse journée, c'était la deuxième journée, puis ça commence de bonne heure, puis c'était des rencontres après rencontres après rencontres, puis après ça, c'est certain que on faisait un bilan un peu des rencontres qu'on a eues à la fin de cette deuxième journée-là. Je ne sais pas pour toi, Mathieu, mais le lobbying, c'est pas quelque chose qui vient naturellement, là. C'est quelque chose qu'on ne fait pas nécessairement au quotidien. La formation qu'on a eue au début, je pense que c'était très facilitant, puis ça nous a mis en confiance, justement. Le petit 5 à 7 aussi, c'est convivial, donc les gens se sont appropriés davantage aussi les messages durant la formation. J'ai beaucoup aimé l'organisation en général, puis les rencontres le lendemain aussi, le fait que c'était séparé par équipe. La tâche, c'est vraiment une tâche qui était collective et moins individuelle. On pouvait justement discuter des rencontres qu'on a eues après. J'ai trouvé ça vraiment agréable et très convivial, très accessible. Tiens, c'est le mot que j'aimerais utiliser. Oui, définitivement. Là, puis je veux rebondir aussi sur ce point-là que tu mentionnes, mais le côté de la formation à la base, puis je l'ai dit moi aussi, vraiment, là, la pertinence était là parce qu'avant d'aller à l'équipe Acadie, habituellement, là, quand on fait du lobbying, on est chacun de notre côté, dans le sens que nous, la FECUL, on ne s'associe pas toujours, pas si souvent que ça, avec la Fédération des conseils d'éducation quand on fait du lobbying parce qu'on milite pour différentes choses. Mais là, justement, d'avoir une formation pour savoir, OK, mais comment chacun peut utiliser vos forces, puis vos moyens de communication, votre expérience, tout ça, mettre ça de l'avant pour que chaque groupe, parce qu'on était quand même divisé en chaque groupe, puisse amener les arguments pour les personnes qu'on ciblait. Parce qu'on savait déjà à l'avance qui on allait cibler, puis je ne veux pas un député du Parti libéral, tu ne l'approches pas de la même manière qu'un ministre du gouvernement. Donc, il y avait vraiment cette particularité-là qu'on a appris aussi durant la formation qui était définitivement pertinente. Oui, puis ici, comme tu dis, Mathieu, ce qu'on cherche à faire à Équipe Acadie, c'est accessible pour chacun des organismes parce qu'on n'est pas dans le comment, on est dans le pourquoi on fait la revendication. Pourquoi c'est important pour l'Acadie de revendiquer les différents points qu'on a amenés. Donc, ça, c'est aussi un grand avantage de la formule. Oui, définitivement. Pour toucher là-dessus, justement, le pourquoi, et puis tu as mentionné l'accessibilité. Qu'est-ce que, selon vous, est l'avantage ou les avantages vraiment à faire ce genre de lobbying-là en personne? On a mentionné l'accessibilité, mais pourquoi pas juste envoyer une lettre à tous les ministres, différentes lettres, peut-être personnalisées, pour toucher les différentes particularités. Pourquoi est-ce que vraiment ces journées-là, deux journées au face-à-face, même avec, comme vous avez dit, le 5 à 7 un peu plus convivial ou informel avant pour un peu comme sonder la donne, si on veut. Pourquoi est-ce que vraiment cette démarche-là est plus effective? Je dirais, juste le fait de se déplacer, ça change beaucoup les choses. Envoyer une lettre, c'est facile. Mais se déplacer, s'impliquer, se mettre tout ensemble, se rassembler, puis faire 2 journées intensives comme ça, je pense que ça contribue à démontrer l'importance de la cause qu'on veut faire, puis qu'on réclame. De le faire tous ensemble comme ça aussi, ça monopolise tout au niveau journalistique. Tout le monde parle de notre cause pendant 2 jours, essentiellement, c'est ça le sujet. Donc, qu'importe qui tu es, tu sais un peu qu'est-ce que les gens sont venus revendiquer, ce qui est 1000 fois plus efficace qu'une lettre envoyée par la poste. Oui, définitivement. Puis aussi le fait, justement, puis je me rappelle qu'on a entendu ça, on est allé au mois de mai. Actuellement, il n'y a pas grand travaux qui se passent à l'Assemblée législative. Fait qu'on était vraiment là, les seuls sur la colline à l'Assemblée législative à ce moment-là, dans le réseau de Fredericton. Puis on fait toute l'attention était portée sur nous de toute part du gouvernement, de toute part des oppositions aussi. Là. Donc, on n'aurait pas pu l'avoir par la lettre parce que tout le monde le reçoit individuellement, puis réagissent comme ils veulent. Puis
Fait qu'il y a ce volet-là d'occuper l'attention, puis aussi le fait de rencontrer les gens en personne, ça force une certaine réaction qu'on n'aurait pas dans la lettre. Quand on rencontre la personne, cette personne-là n'est pas obligée de prendre position, mais du moins, elle est obligée d'avoir une réaction, puis d'encaisser comment nous, on va répondre, puis on est là pour répondre à nos arguments. Dans un échange de lettres, ça devient difficile d'avoir cette réponse-là, mais nous, toutes les questions qu'ils nous posaient, on était là pour les répondre, parce que justement, premièrement, on était outillés pour répondre à ces questions-là, mais aussi parce qu'eux avaient cette ouverture à nous poser des questions, en forte majorité, elle a l'ouverture à poser des questions. On ne peut pas dire tout le monde, mais justement, pour la majorité du monde, je dirais que le dialogue est prêt à être ouvert sur le sujet. Puis je dirais que c'est une formule aussi qui se trouve à être un peu donnant-donnant. Et oui, c'est très agréable de discuter tout ça, mais pour nous, on revendique notre cause, mais les politiciens ont aussi un jeu à jouer, hein. Et on est en mode électoral depuis quelques mois déjà. Donc, eux aussi cherchent à aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans nos discours qui pourrait s'installer dans une plateforme électorale et qui soit payant pour eux aussi. Ils disent, ah, OK, c'est ça que les francophones, les Acadiens souhaitent. Ah, ben peut-être que pour nous, ça pourrait être payant aux prochaines élections. Donc, c'est vraiment une formule donnant-donnant. J'ai eu l'impression que c'était payant pour tout le monde. Parlant d'élections, puis peut-être, Mathieu, tu peux faire la comparaison avec quand vous avez été en 2022, mais est-ce que ça avait l'air à jouer un gros impact dans le sens justement que c'était donnant-donnant, donc ils étaient beaucoup plus réceptifs aux enjeux pour ces raisons-là, comme on veut qu'ils jouent la game, ou c'était juste en général, ils sont réceptifs, puis ça donne que, il y a une élection qui s'en vient? Révolte-moi la manière que je pense qu'on time nos choses. Dans les 2 équipes acadiennes que j'ai pu participer, là, celle-là de 2022, premièrement, on attendait le dépôt de la nouvelle loi sur les langues officielles. Donc, faire une équipe acadienne au mois de mai, le dépôt a eu lieu à l'automne, il me semble bien. Là, on communiquait notre message au bon moment. Puis là, du côté de ce qu'on a fait au mois de mai, au mois de mai, quand il y a les élections à l'automne, c'est là où on a, du côté des partis politiques, on élabore les plateformes électorales, où on commence à penser aux éléments à mettre à l'intérieur. Donc, on avait bien ciblé ça parce que, justement, comme Marie-Ève l'a présenté, nous, on représente un peu le pouls que les politiciens tordent de la population francophone acadienne du Nouveau-Brunswick et recherche. Donc, en mettant cet argument-là, à ce moment-là, quand eux sont en train de chercher des points à mettre dans leur plateforme électorale, je pense que le timing était bien choisi, puis on espère que si on veut voir les répercussions de cette équipe acadienne-là cet automne, c'est certainement un grand succès pour nous. Mais là, on jase. Là. Moi, j'ai senti là, que, tu sais, on est en mode électoral. Chaque parti veut plaire à son électorat qui a de besoin pour gagner l'élection. Moi, j'avais une appréhension, en toute transparence. Je croyais qu'un tel ou tel parti recevrait notre message d'une telle ou telle façon. Et c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Moi, ça m'a surpris. Je disais, ah, mais c'est vrai, il faut se mettre en mode électoral. Là. Ces gens-là cherchent des arguments pour aller chercher les votes qui n'ont pas nécessairement de facilité à aller chercher. Donc, l'écoute n'était pas la même, tout dépendant du parti politique qu'on rencontrait. Puis aussi, évidemment, lorsqu'on rencontrait des fonctionnaires, là, eux autres, c'est une dynamique complètement différente. Là. Eux autres, ils ne sont pas du tout dans ce mindset-là, on dirait en bon rayon. Vous avez mentionné au début que tout le monde était un peu sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui étaient les messages que les organisations ont rentrés dans cette initiative-là avec comme objectif? On avait 4 messages clés c'est ce que tu souhaites qu'on parle, Gabriel, j'imagine. Les 4 messages clés qu'on arrivait pour parler justement du continuum en éducation. Le premier qui me touche le plus, pour moi, c'est vraiment l'adoption d'une loi sur l'éducation qui respecte l'article 23 de la Charte. Pour moi, c'est une cause que j'ai à cœur depuis plusieurs années. C'est pas toujours compris de tous quels sont les pouvoirs exclusifs que les ayants droit doivent avoir en éducation. Et c'est quand même assez complexe. Donc, prendre le temps d'expliquer ça aux politiciens, ça a été très apprécié. Autre revendication qu'on avait, c'est évidemment l'établissement d'un ministère de l'Éducation francophone, qui est pour moi la suite logique. Là. On parle de dualité au Nouveau-Brunswick. En éducation, on a eu bien sûr la dualité institutionnelle au départ. Là, on a la dualité administrative. Pour moi, la suite logique, c'est bien sûr d'avoir
voyons, le statut politique complètement intégré à la dualité, là, ça serait le summum. Donc, c'est ce qu'on a discuté, entre autres, là, avec nos décideurs durant l'événement. C'est certain que là-dessus, là, quand on parle d'éducation, là, nous, on le voyait au sens très large. Et c'est vraiment sur ce qu'on misait. C'est l'éducation, là, c'est pas juste la petite enfance, c'est pas juste le primaire, secondaire ou le côté universitaire. C'est vraiment tout ça, mais aussi l'éducation pour adultes, pour l'éducation du troisième âge, tout ça, qui fait qu'on parle d'une éducation, d'un continuum en éducation. Puis c'est ce qu'on mettait de l'avant. Parce que pour nécessairement l'éducation formelle, il y a aussi une côté éducation informelle, des différentes méthodes d'apprentissage. Donc, on fait preuve de très grande ouverture dans nos arguments apportés, puis on va apporter un changement de mentalité parce que pour les administrations publiques, les ministères, l'éducation, c'est ça. Puis c'est dur à changer cette mentalité-là, c'est dur à changer cette vision-là qu'on a depuis toujours de l'éducation. Fait que l'affaire épingle, c'était aussi un élément très important de nos revendications. Oui, puis c'est faux de croire que l'éducation francophone puis anglophone est pareille. On a vraiment des spécificités, les francophones. On vit on est minoritaire, donc, dans la province. Donc, tout l'aspect de pérennité de la langue et de la culture passe par l'éducation. C'est un volet que les anglophones ont moins à développer. Bien sûr, ils peuvent faire de la construction identitaire comme nous, on le fait dans nos écoles, mais l'importance de la construction identitaire pour les francophones, c'est vraiment un niveau supérieur. Puis moi, j'ai tenté de faire beaucoup de sensibilisation là-dessus. C'est ce qu'on souhaite, hein. On veut parler encore français dans 50 ans, dans 100 ans au Nouveau-Brunswick. Donc, il faut mettre tout ce qui est nécessaire pour y arriver. C'est un peu des changements comme ça, législatifs, qui peuvent l'assurer. Oui, quand on parle souvent d'éducation, on se concentre de la maternelle à la 12e année. On dirait même les universités, c'est un peu comme de deuxième main, où ça vient en arrière-pensée. Et puis même le reste après ça, ça c'est si même là, les gens, ils pensent même à un moment donné. Puis, je crois que tu l'as vraiment bien mentionné, Marie-Ève, dans le sens que il y a vraiment des différences au niveau de l'éducation, qui même des fois sont même pas nécessairement linguistiques, mais simplement culturelles, si on veut. Moi, je prends mon exemple où quand j'allais à l'école, le cours de l'histoire de l'Acadie, c'était un cours optionnel. Tu sais, ça fait que c'était même pas je suis acadien, je viens de l'Acadie. Ton histoire n'est pas autant importante que ça. Comme personne dans la société, si tu veux bouger plus loin, tu n'es pas obligé de savoir ton histoire, tu sais. On parle souvent de la loi des langues officielles, les sections dans la charte, puis tout ça. Ça n'a jamais été mentionné de ce que je me rappelle ou presque pas dans les cours d'histoire. C'était peut-être une phrase ou deux dans un cours d'un heure, puis tu sais, ça a disparu. On n'a pas nécessairement souvent tout le background qu'il y a eu pour revendiquer ces choses-là. Les équipes Acadie de les années passées, si on veut, qui se sont mis en place pour faire ces revendications-là. Puis, je crois que ça joue souvent, justement, dans la cohésion, si on veut, de la société où je mentionnais justement récemment dans un de nos épisodes, les gens d'aujourd'hui, les questions de la charte et de la dualité linguistique s'en posent pas autant. En grandissant, ils sont premièrement pas été informés sur le sujet. Deuxièmement, ont déjà eu les droits qui ont venu avec, donc ils n'ont pas eu besoin de se battre pour avoir ces droits-là. Puis, il y a tellement des grosses crises aujourd'hui, si on voit le coût de la vie, le logement, les crises climatiques, puis tout ça, qu'on dirait qu'ils ont d'autres problèmes, si on veut, à s'occuper d'eux, mais le combat est pas fini, puis ça s'applique partout. Donc, l'éducation, c'est pas vraiment un droit, tu sais. Tout le monde a accès, plus ou moins, mais ça coûte quand même assez cher pour avoir une éducation assez développée, qui impose une limite assez particulière pour beaucoup de gens. Si on se compare à d'autres pays, par exemple, plus en Europe, où à l'université, c'est gratuit. Tu sais. C'est même presque pas des conversations qu'on a au Nouveau-Brunswick. Je te parle un peu de n'importe quoi, mais... Oui, mais tu as amené des bons points là, quand tu as parlé justement là, c'est l'accès, et puis justement, ça coûte cher. Puis c'est vrai là, comme le système d'éducation coûte cher, mais qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est incroyable. Je veux dire, puis il y a beaucoup de personnes qui peuvent prendre leur langue, leur culture pour acquis.
J'ai l'impression que certaines régions ou certaines personnes peuvent prendre le côté, le fait français pour acquis parce que, on vit dans un côté, on se pense majoritaire, où on est, dans certaines régions, on est majoritaire, pas de misère, mais quand on voit les régions, puis là, je pense à Miramichi, à Saint-Jean, où c'est plus difficile, là, cet accès-là, puis où eux ont vraiment des problématiques en termes d'infrastructure. On a entendu parler justement de la part de la présidente du district scolaire francophone sud qui était aussi présente là, puis on la voit aussi dans ses interventions. Donc, il y a vraiment une inégalité là, qu'on voit grandissant qui fait que c'est pas tout le monde qui a leur éducation en français garantie parce que les infrastructures ne permettent pas, parce que les services accessibles ne le permettent pas nécessairement. On a une pénurie d'enseignants, on ne veut pas. Donc, il y a tout ça qui se met ensemble. Fait que on peut pas. L'équipe Acadie, là, c'était un must là, de mettre l'éducation de l'avant, puis du côté de. On demande un système d'éducation francophone complètement distinct. On a besoin d'un. C'est un argument qu'on a mis de l'avant, le côté qu'on a besoin d'un ministère de l'éducation francophone pour pouvoir gérer mieux nos infrastructures, pour gérer notre personnel, pour gérer nos programmes, pour avoir quelque chose d'adapté. Je ne veux pas à quel point là, les jeunes Acadiens d'aujourd'hui apprennent sur leur histoire parce que, puis à quel niveau, là, je veux dire, parce qu'on a un programme uniformisé ou on n'a pas nécessairement le budget pour adapter les programmes. Donc, c'est tout ça qui est mis de l'avant, puis c'est à prendre en compte si on veut vraiment assurer la vitalité de l'Acadie à l'avenir. Je t'écoute parler du Sud, puis moi, mon sentiment d'urgence, moi, il est venu justement quand j'ai traversé au Sud. Moi, je suis née au Québec, j'ai grandi au Québec. La réalité de la francophonie au Québec, là, c'est pas du tout la même que lorsque tu traverses la frontière du Nouveau-Brunswick. Quand mes enfants ont commencé l'école, c'est là que je me suis installée au Nouveau-Brunswick il y a à peu près une dizaine d'années déjà. Je vais, oh, la francophonie canadienne hors Québec, toute une autre réalité, là. Puis on est au Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue, puis on le sent. Moi, je demeure dans le nord-ouest, là. On a l'impression que c'est un château fort francophone. Au Nouveau-Brunswick, la réalité change. Et en 10 ans, je suis partie de vivre 100% en français dans le nord-ouest à devoir avoir des interactions anglophones de plus en plus. Donc, l'érosion, on la sent. Moi, mon sentiment d'urgence, il commence à sonner fort. Donc, on a besoin absolument de faire en sorte qu'il y ait des choses qui changent. Tantôt, on parlait de petite enfance. Imaginez le parent qui n'a pas de place en garderie francophone pour son enfant. Commence la garderie en anglais. Bien, suite logique, école en anglais. Et pouf, on n'a plus d'ayant droit francophone au Nouveau-Brunswick. C'est un enjeu qui doit être pris justement à la base, d'où l'idée du continuum. Dire, hey, il faut commencer tout de suite à la petite enfance si on veut s'assurer d'avoir des gens qui rentrent à l'université en français, là, qui choisissent des programmes francophones. Oui, mais définitivement. Puis je vais juste ajouter là-dessus, là, Gabriel, le fait justement qu'on voit les régions qu'on avait pris, qu'on dit que c'est des châteaux forts francophones, qui eux-mêmes, je veux dire, ont une augmentation des populations anglophones. Moi, je viens aussi du Nord, là, je viens de Campbellton, je suis à Moncton pour les études, là, mais nous aussi, là, quand je retourne par chez nous, puis je retourne souvent, puis on se rend compte des changements. Puis je veux dire, je ne veux pas les communautés, on ne peut pas les garder stagnantes. Il y a des changements qui viennent, mais ça fait dur de voir ces changements-là. Puis qu'un peu notre langue s'effrite dans des régions qui étaient un peu, on pensait des châteaux forts. Puis qu'on veut vraiment assurer cette vitalité-là, que les gens continuent à suivre leur éducation en français, puis qu'on puisse servir nos ayants droit francophones, puis des services adéquats. Là. Avoir une école pour le nord de la province, c'est pas une option. Il faut pouvoir les avoir partout, là, les écoles, ou dans l'ensemble de la province, là, en français. Oui, puis un ministre de l'Éducation qui s'occupe du secteur anglophone aussi ne peut pas avoir ce cheval de bataille-là en tête constamment. Donc, ça devient une demi-priorité pour lui. Avoir un ministre francophone qui s'occupe que de ça changerait. Ça changerait, comment je pourrais dire, l'eau dans le soupe. Une des choses que vous avez mentionnées, c'était l'établissement d'un ministère francophone.
Est-ce qu'il y avait des discussions un peu, vous avez mentionné tantôt, c'était le pourquoi, pas autant le comment, mais est-ce qu'il y avait quand même une idée au moins des avantages que ça l'apporterait? Donc, vous venez de mentionner, bien entendu, une personne qui se concentre là-dessus, contrairement à un ministère de l'Éducation qui fait les deux côtés. Est-ce qu'il y a d'autres sortes d'avantages comme ça qui reviennent? Ben, moi, je dirais que le mot d'ordre, c'est par et pour les francophones. C'est très important de comprendre. Je vais donner un exemple. Tu sais, quand on parle d'avoir une loi sur l'éducation qui respecte l'article 23 de la Charte, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions exclusives qui doivent être faites par les représentants des ayants droit. Je donne un exemple, l'établissement des programmes scolaires. Mais ça ne peut pas être la majorité néo-brunswickoise qui décide des programmes scolaires francophones. C'est pour nous une réalité quotidienne parce que présentement, les conseils d'éducation, qui sont les représentants officiels des ayants droit francophones, ne sont que consultatifs sur les programmes scolaires. Donc, à quelque part, tantôt, Gabriel t'en parlait, ben, tu sais, les cours d'histoire de l'Acadie, des choses comme ça. Le cursus scolaire devrait être choisi par et pour les francophones de l'Acadie. Donc, ça, c'en est un des pouvoirs exclusifs que l'article 23 nous octroie depuis plus de 40 ans maintenant et qu'on n'a pas encore été chercher, on n'a pas revendiqué ce droit-là encore. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si on parle d'exemple d'établissement scolaire, mais choisir où on devrait mettre le budget pour nos écoles, ça ne devrait pas revenir à la majorité. Là, présentement, c'est le cas. Donc, chaque conseil d'éducation envoie sa petite liste d'épiceries une fois par année. La liste d'épicerie passe dans une matrice qui est en pleine dualité. Et si cette année-là, c'est toutes les écoles anglophones qui engloutissent le budget, ben voilà, les écoles francophones n'ont rien. C'est des petits détails comme ça qui font une énorme différence si dans 50 ans, on se projette. Parce que moi, j'aime bien avoir une vision macroscopique de la chose. Ouais, ben oui, j'ajouterais là-dessus justement, moi aussi j'avais l'idée du côté des programmes, mais aussi de l'infrastructure. Veux pas, là, dans les derniers 6 ans, excusez, dans les derniers 6 ans, il y a 2 écoles francophones qui ont ouvert, qui ont été construites, là. Puis, ben, il n'y en a aucune de nouvelles qui ont été annoncées, autre que des rénovations. On voit des besoins dans les écoles comme à la Cité des Jeunes à Edmundston, à la polyvalente W.A. Lausier à Tracadie, à l'école Louis-Jérôme-Chouet chez Diane. Donc, c'est vraiment les 4 coins de la province qui sont au prix avec ce problème-là d'infrastructure vieillissant. Parce que, veux pas, toutes nos écoles ont été construites à peu près dans la même époque. Donc, là, c'était une époque de visionnaire, là, je veux dire, ce moment-là, là, de changement dans le milieu scolaire avec tout ce qui a été amené par Louis-J. Robichaud, puis tout avec chance égale pour tous. Mais là, le chance égale pour tous, on est en train de le perdre parce qu'il n'y a pas de chance égale pour les francophones. Veux pas, on est à la recherche de ça. On voit des options qui ont été mises de l'avant qui risquent d'effriter le fait français. Là, veux pas, des arguments comme embarquer les jeunes, faire que les jeunes anglophones, les jeunes francophones prennent le même autobus scolaire parce que c'est ça que c'est, mais c'est à cause du manque de ressources, peu importe. Mais le transport scolaire, nos étudiants qui sont en première, deuxième année là, à l'école primaire, leur capacité à parler en anglais, des fois pas là, puis tout ça. Donc, ça fait qu'il y a ce côté-là. Puis après ça, ces jeunes-là peuvent se questionner. C'est quoi la pertinence que j'apprenne le français? C'est tout le monde. Si les autres personnes dans mon autobus parlent anglais, mon chauffeur parle anglais. Donc, ça crée une problématique de ce côté-là. Puis aussi, quand on pense aux institutions postsecondaires, je veux dire, nous, avec la FECUM, ça fait longtemps qu'on met de l'avant, premièrement, des problèmes de financement des institutions postsecondaires. Mais l'Université de Moncton est aux prises avec, mais pas aux prises avec un problème, mais je ne veux pas. On est la seule institution postsecondaire de niveau universitaire francophone. On est avec l'UNB, on est avec Mount Allison, avec St. Thomas. Puis, on n'est pas capable de bénéficier d'une attention particulière parce qu'on a des besoins particuliers qui sont différents de ceux-là, de ces autres universités-là, notamment en termes d'infrastructure aussi, parce que on n'a pas la même philosophie philanthropique que ces universités-là, des anciens des universités qui font des dons majeurs, puis tout ça, on n'a pas ça. On ne l'a pas au même niveau, du moins. Donc, ça apporte la problématique que notre université, en termes d'infrastructure, est sous-financée. Puis, là, on est dans le même ministère que l'éducation postsecondaire et le travail. Donc,
Les deux ensemble, ça crée que nous, les universités, on est aux prises avec un peu le restant du pot d'argent parce que le travail puis les conventions collectives, tout ça nécessite beaucoup. Tout ce qui est négociation, tout ce qui est en lien avec le travail. Donc, on est toujours le mal nourri de la gang. Puis la raison pour qu'on n'est plus avec l'éducation, c'est que ça en faisait trop. Ben, si ça en fait trop, c'est que je pense que c'est le temps qu'on divise le ministère de l'Éducation en deux, qu'on reprenne le post secondaire, qu'on le mette avec la petite enfance, parce qu'on parle du continuum en éducation. Donc, faut vraiment, c'est ce côté-là, c'est vraiment désengorger le ministère de l'Éducation, puis rapatrier les programmes les secteurs qu'on perd pour les mettre justement dans un continuum pour améliorer la réussite de nos ayants droit. J'aime beaucoup ce que tu nous dis là, Mathieu. Puis moi, j'aimerais qu'on parle d'un beau concept jurisprudentiel qui existe en éducation francophone, qui est l'équivalence réelle en éducation. Et souvent, nos élus, ben, soit ne comprennent pas ce concept-là ou soit qu'on choisisse de ne pas le comprendre. Mais l'équivalence réelle en éducation francophone, en milieu minoritaire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les juges sont arrivés à la conclusion que toi, comme parent, tu arrives face à une école francophone et une école anglophone pour inscrire tes enfants. Mais si l'école francophone est dans un, je ne sais pas moi, elle déborde, est dans un conteneur classe, des choses comme ça, puis tu as la belle école anglophone juste à côté qui, elle, est franchement rénovée avec des beaux espaces de jeu, des grandes classes. Quel est ton choix? Le choix est évident. Tu vas probablement choisir d'envoyer ton enfant dans l'école anglaise. Mais l'équivalence réelle, ça va encore plus loin que ça. Ça dit non seulement les deux écoles devraient être équivalentes, mais l'école francophone devrait même, à la limite, être plus belle pour compenser justement tout. En fait, il parle de réparer les torts du passé pour vraiment favoriser l'essor des écoles francophones. Donc, ça, c'est un beau concept que la jurisprudence nous a octroyé sous l'article 23 de la Charte et que malheureusement, on ne met pas du tout en application présentement dans la province. Tu as mentionné qu'il y a des députés qui ne le comprennent pas ou ne veulent pas le comprendre. Comment était la réception des députés ou des ministres ou peu importe que vous avez rencontrés face à ces recommandations-là, si on veut? Parce que on a parlé, OK, il y avait le côté électoral puis tout ça, mais est-ce qu'on sentait que certaines personnes se disaient vraiment que oui, ça fait du sens ou c'était plus comme ah oui, c'est une bonne idée, on va y penser, puis on vous en reviendra pas, ou il y a vraiment des gens qui comprenaient l'idée puis qui semblaient intéressés par définir ça mieux? Je dirais qu'on a eu un peu des deux, hein, Mathieu? On a vraiment eu des gens, vraiment un peu des deux. Encore là, moi, j'ai resté surpris parce que des fois, je me disais, je m'en vais cogner à une porte, j'ai l'impression que cette porte-là va être grande ouverte pour mes idées. Et oups, il y a beaucoup plus de confrontation, moins de réceptivité. D'autres ont été beaucoup plus sensibles à la cause. Donc, je dirais que ça a été un bon medley, là. Il y a eu un peu de tout, là. Oui, mais j'allais justement dire, il y a eu de tout bord, de tout côté, il y a eu des réceptions de des gens qu'on s'attendait qu'ils soient réceptifs, qui ne l'étaient pas nécessairement. Puis des gens, justement, qui avançaient que, on pensait qu'ils seraient pas ouverts, qu'ils étaient plus ouverts. Là. Je veux dire, on a entendu des histoires comme le ministère de l'Éducation, c'est trop grand, donc vous avez raison de demander le vote parce que ça avantagerait aussi les anglophones qui, eux, sont aux prises avec les francophones dans le même pot, avoir les mêmes fonctionnaires, le même ministère pour les deux. Fait on avait cette réception-là aussi parce que à tous les fois, la crainte, c'est il faut penser à nos confrères anglophones. C'est au gouvernement, tout se passe beaucoup en anglais. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les anglophones, ils vont, comme on fait quoi avec eux autres? C'est bien mieux qu'eux aient leur propre que nous, on ait le nôtre. En termes de tout ce qui est justement qu'on a déjà mis de l'avant l'infrastructure puis tout ça. Puis là, c'est où est-ce que les anglophones à la table, tout ça, mais les anglophones militeraient très fort pour un ministère d'éducation anglophone. Je veux pas, le ministère de l'Éducation, présentement, les dessert déjà mieux que nous. Pour certains, le bilinguisme, la question de la francophonie, c'est une richesse, puis pour d'autres, c'est un coût. Donc, il y en a pour qui c'est pour ça que tantôt, je disais, en période électorale, c'est des questions qui vont chercher justement ça. Là. Comment je peux emmener cet argument-là en ma faveur en vue de l'élection? Donc, on a beaucoup ajusté notre discours
Mais quand effectivement, quand tu rencontres des fonctionnaires, parfois pour eux, c'est une évidence, mais il y en a pour d'autres, ben, ça veut-tu dire qu'il va falloir changer de bureau? Je ne suis pas sûre que ça me tente. Il faut être honnête, là, il y en a qui se limitent un peu à ça. Donc, ça dépend de la vision de la personne qu'on a en avant de nous. Fait qu'on ajuste le langage en conséquence. Parlant des personnes, si on veut, sont un peu moins réceptives, qu'est-ce qui étaient les contre-arguments, si on veut, que certaines des personnes ont mentionné? Est-ce que c'était vraiment juste une chose de, je ne veux pas dire anti-francophone ou anti-dualité, ou est-ce que justement, on voit juste le côté du coût, on se dit on double les services et on n'aurait pas besoin, qui est un argument qui revient toujours dans le débat, ou est-ce qu'il y avait vraiment d'autres contre-arguments plus sérieux, si on veut, là? J'ai pas senti de contre-argument extrêmement pertinent. Bon, c'est sûr que je suis énormément biaisée, là, mais quand on parle d'améliorer la francophonie par des actions concrètes comme ça, il y en a qui ont juste pas envie d'en faire leur cheval de bataille. Mais pour d'autres, donc, j'ai pas senti que la porte était nécessairement fermée, mais un peu comme tu disais tantôt, pour certains, c'est pas nécessairement la priorité. Le sentiment d'urgence de tout un chacun est pas le même. Je je dirais que c'est plutôt ça que d'avoir des arguments, très difficile d'avoir des arguments négatifs par Ouais. rapport à ce qu'on a à apporter profondément négatif. Mais veux pas, là, les arguments, les grosses réponses qu'on a eues, là, un peu pas contre, mais qui questionnaient là, ce qu'on présentait, c'était ah ben, ça va coûter cher, comment ça coûte? Parce que quand on est au gouvernement, il faut toujours savoir comment ça coûte parce que les coûts, c'est important, en tout cas. Le coût en était un. Ouais, ou comment les anglophones vont réagir? Tu sais? Ah, est-ce que les anglophones vont aimer ça, cette idée-là? Donc, Parce qu'il faut toujours, on dirait, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment tannant qu'on voit cette mentalité de faut toujours plaindre des anglophones, là, parce que les francophones, je veux dire, quand on parle de bilinguisme, c'est les francophones qui parlent anglais, mais pas nécessairement les anglophones qui parlent français. En tout cas, donc, c'était vraiment. Mais relativement, là, je dirais qu'il y a eu quand même il y a eu une ouverture. Définitivement, tout le monde, il y avait une ouverture. Puis il y a eu ces craintes-là qui ont été soulevées, mais le fait qu'ils soulèvent les craintes, là, moi, je vois ça comme quelque chose de positif parce que ça les apporte un questionnement. S'ils prennent la chose pour acquis, ils vont être comme, ben, merci beaucoup, bonsoir, puis c'est ça que c'est, puis c'est bien beau votre speech, puis une fois qu'on est parti, ils mettent le papier à la poubelle, là. Mais juste le fait qu'ils nous posaient des questions, puis ça les apportait une réflexion pour que pour certains, peut-être, on a pu faire changer leur mentalité par rapport à ça. Tout à fait positif de nos rencontres. Ouais, c'est ça, comme des fois, tu rencontres quelqu'un sur le bord du chemin, là, puis il te donne un pamphlet, puis il essaie de t'expliquer, puis t'es tout comme ah oui, ah ok, ah oui, merci, puis tu sais, t'étais tout d'accord avec ce qu'il t'a dit, puis t'as aucune idée de ce qu'il t'a dit, puis ça t'intéressait pas, tu sais. Mais si tu t'arrêtes là, puis tu poses des questions, puis t'es comme ah, ça fait-tu du sens? C'est ah ouais, tu sais, ça montre tout bien, comme tu as dit, un certain niveau d'intérêt, là, que au moins ça va se loger quelque part dans le derrière de leur tête. oui, puis pour certains, il y en a pour qui la dualité était déjà pleinement atteinte, qui n'ont jamais réalisé que la pleine dualité politique n'était pas atteinte, par exemple. Il y en a d'autres qui vont se buter: «Ah ouais, mais ça va être difficile aujourd'hui», sans avoir la vision à long terme de dire: «Oui, mais ça va être tellement payant à long terme». Donc, on a eu tous les discours. Ben, moi, je vais dire que j'ai hâte dans la prochaine équipe à 4 jours, je veux dire, pour ce qui va être mis de l'avant. Parce que je veux pas. En travaillant en groupe comme ça, on est toujours mieux à soulever nos arguments. Puis qui sait, là, ça va peut-être être avec un différent gouvernement parce que ça va juste être au printemps de l'année prochaine. Là. Donc, on va voir, puis espérons qu'on va suivre dans la campagne électorale aussi, voir est-ce qu'il y a bien des partis qui vont mentionner ce qu'on soulève en termes d'éducation ou ce qu'on a soulevé à l'équipe Acadie. Ouais, puis moi, j'aimerais remercier la SANB d'organiser ce genre d'événement-là. Notre belle nation acadienne a besoin de ce genre d'initiative-là. Puis mes collègues à la Fédération, extraordinaires ressources aussi. Donc, un grand merci. Je vais poursuivre, Marie-Ève, là-dessus aussi. Là. Un gros merci à l'équipe, à la SANB, là, à toute leur équipe qui était présente, puis à leur leadership par rapport à ça, de prendre l'initiative de rallier tous les organismes francophones et acadiens ensemble. Ben justement, non, c'est vrai. C'est vraiment une bonne initiative. On les remercie d'organiser ça et puis de continuer tout le travail qu'ils font vraiment comme organisation. Puis
Je pense que tu as amené un bon point, Mathieu. On reste ouvert à voir les sujets qui seront apportés pour la prochaine équipe Acadie l'année prochaine. Marie-Ève Rousseau, Mathieu Perron, bienvenue merci d'avoir participé en Bourgeois le Vert. Puis, je vous laisse le mot de la fin. Ah, moi, j'aime beaucoup le titre de ton podcast, En Bourgeois le Vert. Ça m'arrive souvent, ça. Moi, j'aime beaucoup le logo, là. Fait que le logo est vraiment beau, là. J'aime le P qui rappelle le Parti acadien. Oh, j'avais pas vu la petite twist. Oui, effectivement. Oh, ben là, j'ai envie de faire un mot de la fin, là. Je dirais, Acadiens, Acadiennes, ne soyons pas seulement Bourgeois le Vert, soyons proactifs aussi. Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au EnBJV. On se voit au prochain épisode.